Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires, l'équipe de La Joie, qui sont un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos projets résidentiels, commerciaux, industriels, n'hésitez pas à les contacter. J'aimerais également remercier Delta, qui est un manufacturier représenté par La Joie, un manufacturier en robinetterie. Donc, pour vos projets résidentiels, commerciaux, n'hésitez pas à contacter La Joie pour les spécifications. Ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir des super cadeaux à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer Patrice Lévesque, Enrico Di Pietro et Chris Kouloubis qui nous ont parlé de l'assainissement de l'air dans nos bâtiments. Donc sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour messieurs, bienvenue au podcast. Fait que la semaine passée, il y a 5 minutes, mais pour les auditeurs, la semaine passée, on parlait de qualité de l'air. Là, tu sais, on a parlé un peu des bâtiments, surtout des écoles, mais c'est une réalité qui est dans tous les bâtiments qu'on voit, tu sais, manque d'air frais, manque de qualité de l'air. C'est quelque chose que vous voyez dans plusieurs bâtiments. T'sais, vous autres, Enrico, Chris, comme représentants, vous touchez à beaucoup de projets. Qu'est-ce que vous voyez sur le marché actuellement? C'est un souci ou le monde, c'est encore... Comme je disais tantôt, le souci, il y a bien des fils qui ont été changés. Ouais. Ce qui était drôle aussi, c'est que dans les recommandations, dans les discussions, quand on parle de CO2, à un certain moment donné, je voyais ça, on recommande de mettre des filtres MERV 13. J'ai trouvé ça un petit peu spécial. On parle de CO2, le filtre MERV 13 ne va rien faire sur le CO2. Non, mais ça a quand même, ça a quand même été lancé. Ça fait que oui, il y a eu beaucoup de gens, on s'est mis à faire peut-être plus d'entretien, plus à être conscient là, de maintenir mon système de ventilation adéquat. Mais de façon générale, est-ce que la qualité d'air est pourrie dans nos bâtiments? Je pense pas. Ce n'est pas un problème qui est flagrant, là, parce que de base, je pense que les conceptions sont bien faites. Puis, grosso modo, moyennant une maintenance plus ou moins correcte, on n'est pas si pire que ça. Ça peut s'améliorer, mais c'est pas une catastrophe. Le problème, c'est quand on tombe dans un mode pandémie, puis que là, on va essayer de prendre notre salle de classe ou notre bureau puis le transformer dans une salle blanche en mettant des UV puis des filtres HEPA, ça devient un petit peu problématique parce que on ne peut pas s'attendre à avoir un résultat de qualité d'air quand que j'ai à peine 2 changements d'air à l'heure comparativement à une salle blanche qui serait à 15-20. Mon filtre HEPA qui travaille à 15-20 changements d'air à l'heure va me donner un rendement totalement différent que dans ma salle de classe. Puis de toute manière, nos systèmes ne sont pas capables. On ne peut pas mettre un filtre HEPA dans un système de ventilation dans un bureau ou une salle de classe. La pression statique des ventilateurs sont pas capables. Ça ne fonctionnera pas. Fait que là, tu sais, moi, ce que j'ai vu durant la pandémie, beaucoup de je ne veux pas appeler ça de la désinformation, genre complot. C'est juste, j'ai vu beaucoup d'informations lancées. Puis dans la pandémie, tu parles du UV, tu parles justement du HEPA. On peut-tu faire un petit résumé de ce qu'un bon système de ventilation devrait avoir? Eh boy. Ah, je sais, Pat, là. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que, tu sais, je vais faire une analogie avec la ventilation industrielle. OK? Un bon système de ventilation, ça va être celui qui va capter le plus à la source possible les contaminants. Essentiellement, c'est ça. Puis après ça, les prendre puis les envoyer dehors puis remplacer cette air-là par de l'air neuf qui est propre. Fait que là, comment est-ce qu'on fait ça pour récupérer le maximum de contaminants avec un minimum de débit d'air? Et dans une usine, c'est facile. J'ai un poste de soudage, je vais mettre un bras de capture, puis je vais aller chercher à la source le contaminant. C'est simple. Pour pas qu'il se propage pour pas que j'ai de la fumée à grandeur de l'usine, puis que je sois obligé de ventiler avec des très grands volumes d'air. Mais là, dans le cas d'une pandémie, c'était qui était l'émetteur qui était l'émetteur du contaminant? Ben, c'était nous. Fait que c'était quoi la meilleure solution de capture à la source pour nous? Essentiellement, c'était le masque. Mais tu sais, ça n'a pas été expliqué comme ça par le ministre ou par peu importe qui au gouvernement pour l'emploi du masque. Fait que c'est ça, là.
Fait que finalement, un bon système de ventilation, c'est celui qui va être capable de circuler l'air convenablement dans une pièce. Puis s'il y a de la capture à la source à faire, ben il y aura des masques pour les personnes qui se sentent, exemple, qui auraient des symptômes grippaux ou autres. Ben c'est là que ça va se passer. D'essayer de ventiler ou de surventiler une pièce à la méthode de ce qu'Enrico disait, une salle d'opération à 20 changements d'air à l'heure, c'est pas la solution. Je veux dire, c'est pas la solution. Une salle de classe, un magasin à grande surface, ça sera jamais une salle blanche, ça sera jamais une salle d'opération et ça sera toujours un endroit que les contaminants qui seront rendus dans l'air vont se propager. Là. C'est que, avec nos systèmes conventionnels, ça prend une autre façon de faire que d'essayer de traiter l'air qui est là en l'amenant à nos systèmes. Fait qu'il faut aller ailleurs. Il y a d'autres technologies qui existent, exemple comme des UV qui seraient dans la pièce. Il y a de l'ozone, il y a toutes sortes d'autres choses. On peut parler du UV. Il y a eu... moi, c'est une technologie qui on l'utilise dans le traitement de l'eau. Puis, c'est quelque chose que j'utilisais en 2001, traitement de l'eau pour fabrication de la bière. C'était comme... Je pense que c'est une technologie de 100 ans. Ouais. C'est comme une très... Ça fait très, très longtemps. Il y a eu de tout. Il y en a qui disaient c'est la chose la plus merveilleuse pour le traitement d'air. Puis il y en a d'autres qui ont dit ça sert à rien. Il n'y avait pas d'études. Vous en pensez? Mais premièrement, on peut-tu expliquer c'est quoi? Le UV, moi je le sais, mais les auditeurs ne savent pas. Là. Comment que ça fonctionne, Chris? Ben, UV, c'est ultraviolet. C'est une gamme, un spectrum. Je pense que c'est 250 270 nanomètres à peu près. Puis c'est comme une stérilisation. Donc, ça peut aller affecter une batterie puis la désactiver. Ça lui donne un coup de soleil. Ça lui donne, mais ça stérilise la bactérie. Oui. Fait que le bon terme, c'est inactivé. On va l'inactiver. C'est que le pathogène, il veut se reproduire. Il y a un mécanisme de survie puis il veut se multiplier. Fait qu'en l'inactivant, c'est qu'on va empêcher un de ces mécanismes. Là, ça peut être j'y ai volé un atome, j'ai fait quelque chose, là, je vais l'inactiver. C'est le bon terme, que ce soit du UV ou de l'ionisation ou autre genre de technologie. On commence par l'inactiver, puis éventuellement, en soutenant ça, ben oui, on va tuer le pathogène. Là, puis, les résultats, ça a l'air de quoi, du UV? Ça marche. Je veux dire, dans un contexte de test laboratoire, là, si tu donnes le temps d'irradiation suffisant, si mettons qu'on met dans le spotlight là, le virus qui donne le coronavirus, là, qui donne la COVID, ben ça fonctionne. Okay? Mais il faut que tu puisses l'aspirer par ton système de ventilation puis que tu l'amènes dans le retour où est-ce que potentiellement c'est là que tu as mis ton UV puis que là, il va passer devant un temps suffisamment longtemps pour qu'il se fasse irradier, pour qu'il se fasse inactiver. Le problème, c'est que nos systèmes de ventilation, ils ne permettent pas de faire ça de façon avec un taux de succès extravagant. Si on ferait une capture à la source dans une salle de classe où est-ce que chaque élève, au niveau de sa respiration, on aurait une aspiration, peut-être que ça fonctionnerait de façon exceptionnelle, là, pas mal mieux. Mais là, le problème, c'est que les ventes de UV, ils ont explosé. Okay? Ça fait longtemps que ça existe, un peu tout le monde connaît ça. C'est pas un terme qui est inconnu. Fait que quand tu arrives sur le marché avec un terme qui n'est pas inconnu, comme HEPA, les gens ils ont déjà entendu ça, le filtre HEPA. On dirait qu'on a une facilité à mieux comprendre ou à penser qu'on comprend mieux la technologie. Fait que, les ventes en UV, ils ont explosé sur la planète. Les gens qui vendaient du UV, ils n'ont jamais fait de l'argent comme... Oui, mais j'ai vu de tout là, dans le UV. C'est ça, c'est un peu n'importe quoi qui s'est fait. Il y a bien des applications, il y a bien des installations d'UV qui ont été faites de façon farfelue. Puis ça vient des fois discréditer ceux qui le font de manière très sérieuse. Mais mettons, nous autres, on est des gens professionnels dans le domaine, on regarde des installations sérieuses, mais même l'installation sérieuse, il faut la qualifier dans son contexte d'installation. Tu sais, je reviens dans mon exemple de tantôt, si je n'ai pas 20 changements d'air à l'heure dans ma salle de classe, je ne pourrais pas avoir le même rendement là, que je pourrais m'attendre. Le UV, c'est excellent. Dans le système, c'est excellent parce que ça va traiter d'autres choses
que Ouais, c'est nécessaire. Là, on parle du coronavirus. Près d'un serpentin où il y a de l'humidité, il risque de moisissure. Il y a plein de belles choses avec les UV dans un système. Mais vouloir installer des UV dans un système, exemple, une école où notre circulation d'air, ça ne sera jamais une salle d'opération, c'est presque un coup d'épée dans l'eau, là. Fait que tu l'as fait pour d'autres choses, des très bonnes choses, là. C'est parfait, mais ça ne règle pas ton problème, tu sais. Fait que il est là. Ce qu'il faut, si vous voulez que les UV fonctionnent, il faut qu'ils soient proches de l'utilisateur, donc dans la pièce. Comme on voit dans certaines boucheries ou salaisons ou des places où ils font de la nourriture, on les voit souvent dans les hauts de mur. Mais là, ça va fonctionner parce que c'est en contact. Il n'y a pas d'intermédiaire, un mouvement d'air qui se fait ou qui ne se fait pas bien dans la pièce. Mais il y a d'autres technologies, là, je pense à l'ionisation. Il y a d'autres choses qui se font directement dans la pièce puis qui fonctionnent beaucoup mieux que d'essayer de passer par un système de ventilation qui est probablement désuet de toute façon. Tu mentionnes l'ionisation, ce qui est le fun avec ça, parce que nous autres, dans le domaine, on n'est pas à l'abri. Au début, on avait le HEPA et le UV, puis on s'est lancé, comme tout le monde, à donner des propositions avec ces technologies-là qu'on connaît bien. Mais à un certain moment donné, on s'est bien rendu compte qu'on était à merci du retour. Si mon retour fait en sorte que je ne suis pas capable d'aspirer les nuisances qui sont dans le bâtiment, puis on n'a jamais vu que ça, une pandémie. Là. C'était nouveau. Fait que là, ça nous a forcé à nous poser des questions un petit peu plus pointues. Puis il a fallu admettre que c'était pas parfait comme système. L'ionisation, qu'est-ce que ça amène? C'est que là, je travaille pas avec mon retour. Ça se passe tout au niveau de la poussée de l'air. Puis on en conviendra, dans un système de ventilation, la poussée de l'air a une incidence beaucoup plus importante à manipuler l'air dans ma pièce que mon retour. Mon retour, là, il fait pas grand-chose. Là. Si mon retour il est dans le coin de la pièce, puis je mets de la boucane ici, elle va pas courir vers le retour. Mais mon alimentation, elle a peut-être plus de chances à venir déranger mon nuage de boucane. Fait que là, ça, on a trouvé ça intéressant. C'est que là, au moins, on avait une technologie qui, là, installée dans le système mécanique, travaillait avec un aspect du système mécanique un petit peu plus solide. Là, je travaille avec l'alimentation, je me ramasse dans la pièce, je suis en suspension dans l'air avec mes ions. Les ions, éventuellement, ils vont se déposer sur les surfaces. Fait que là, ça, on a trouvé ça intéressant parce que Qu'est-ce que ça fait en détail, l'ionisation? C'est que tu produis des ions. Les ions, en fait, un ion, ça existe dans la nature. Là, on vit avec des ions, il y en a présentement dans la pièce. Mais là, quand on travaille avec une technologie qui fait des ions, de manière artificielle, on va créer les ions qu'on retrouve dans la nature. Fait que là, on est capable de les créer en quantité suffisante pour être sûr d'avoir un certain rendement. Puis qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que l'ion fait concrètement? L'ion fait plusieurs choses. Là. Mettons qu'on s'attarde au virus, il va venir le déranger. Fait que le virus qui tente à se reproduire, il va venir y voler un atome d'hydrogène qui va l'empêcher de se reproduire. Fait qu'éventuellement, que ça soit dans l'air ou déposé sur des surfaces, les ions viennent se déposer. Un ion positif, négatif, lui, à un moment donné, il veut grounder, il veut trouver son opposé. Puis une fois qu'il a groundé, il cesse d'exister. C'est un générateur d'ions qui en génère, puis on bombarde. C'est ça, parce que là, tu tombes, là, on est très technique, là, mais tu prends l'ion qui est en déséquilibre, le fait qu'il n'y ait pas son complément, puis il va aller le voler au virus pour... ou toute autre composante. C'est un des mécanismes. Un autre mécanisme, c'est que en ionisant les particules qui sont dans l'air, en leur donnant des charges positives, négatives, les particules plus fines vont s'agglomérer entre elles. Fait que là, soudainement, notre filtre qui était plutôt grossier, mon MERV 8, mon MERV 13, il va se comporter comme s'il était d'un MERV supérieur. Puis on a vu des tests, Chris, en laboratoire. Pour se expliquer, on avait vu des tests, là, c'était les MERV 13 avec l'ionisation. Ouais. Ça devient comme un filtre EPA. On était proche, on était très proche. Ouais. Parce que ta particule devient plus grosse. Donc elle va être captée dans le filtre. Fait que le fait qu'elle soit plus grosse, elle ne passera plus à travers les particules, puis elle va se capter directement dessus. C'est ça. Ça, c'est intéressant de voir ça parce que là, mon système mécanique dans une école ou dans un bureau, que je ne peux pas mettre un filtre EPA, je n'ai pas la pression statique pour le faire. De savoir qu'il y a une technologie. Aussi, tu n'as pas le budget. Tu n'as pas le budget. Juste comme ça. Là. Mais là, c'est sûr, la mauvaise nouvelle, c'est que
quand tu commences à ioniser ton air, ben, il va falloir que tu changes tes filtres plus souvent. Oui, Parce que là, il y a plus de colmatage qui va se faire. Fait que oui, il va falloir que tu dépenses un petit peu plus de sous à changer tes filtres, mais au moins ça fonctionne. Ça te permet d'aller chercher pas mal plus de particules, poussières et autres là, qui sont en suspension dans l'air. Puis une chose à ajouter aussi, c'est que c'est l'ionisation bipolaire, ça c'est le terme. Il y a aussi cette technologie, il y a des produits où ils peuvent créer de l'ozone. Donc, c'est important de dire aussi qu'il y a des manufacturiers qui peuvent faire l'ionisation sans produire de l'ozone. Oui, c'est en général, il faut faire attention. L'ozone, c'est un oxydant qui est exceptionnel. Là. Ça fonctionnerait super bien sur le virus et autres. Le problème, c'est que l'ozone, nous autres, on est sensible à ça. Là. C'est une nuisance pour ça. C'est quoi donc? Ah oui, c'est un petit peu poison pour moi. Fait qu'on essaye de pas trop... en fait, on essaye de pas faire ça. De pas en produire. À moins que ça soit un système où est-ce que c'est de l'évacuation. Dans le cannabis, on voit ça. Là, dans l'évacuation, si je veux régler mon problème d'odeur, ben vas-y, génère de l'ozone dans le tapis. Ça va potentiellement bien fonctionner. Puis ça va empêcher les odeurs à l'extérieur. Puis j'évacue à l'extérieur. Fait que je suis pas en train de confiner mon ozone à l'intérieur d'un bâtiment fermé où est-ce qu'il y a des êtres humains. Là. J'aimerais revenir pour le bénéfice des auditeurs d'une petite expérience que je fais faire quand j'enseigne. Hein? Puis je l'ai encore fait faire il y a 2 semaines dans le cadre de l'accréditation de Nouveau Climat des entrepreneurs. Enrico disait, on le fait sur l'alimentation d'air, c'est beaucoup mieux que sur le retour. Effectivement, puis on va faire le test ensemble. Fait que, éloignez votre bras, puis soufflez dans votre main. Fait que là, j'aimerais ça que tout le monde le fasse pour que vous compreniez qu'on sent. Ouais. On sent le mouvement d'air. Ouais. OK? On le sent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'induction. Quand tu lances ton air, il y a beaucoup d'air induit. Si on fait la même chose en aspirant, vous allez voir que votre main elle va être presque à 1,5 pouce, 1 centimètre, avant de commencer à sentir quelque chose. Oui, pour sentir le mouvement d'air. Donc, la grille de retour qui est dans nos systèmes de climatisation, ventilation, chauffage, bien, elle est souvent au plafond. Donc, elle va aspirer sur une distance très courte. Puis nos particules, la problématique, c'est qu'elles sont plus lourdes que l'air, y compris le virus. Donc ils vont descendre. Fait que c'est une des raisons pourquoi ils n'ont pas trouvé, ou en tout cas, s'ils en ont trouvé, c'est une chance inouïe, de virus dans les filtreurs des systèmes de climatisation conventionnels, comme ils en ont trouvé dans des salles d'opération, dans des salles blanches. Pourquoi? Parce que les retours sont au niveau du sol. Donc, c'est pas la même chose. Fait que quand quelqu'un nous dit, écoute, on va mettre des UV, on va mettre des filtres EPA, on va mettre, tu sais, essayer de bonifier notre système de climatisation, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ton retour, il est en haut. Tu vas faire quoi? 12 pieds dedans. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi pour récupérer la majorité de tes contaminants? Fait que le CO2, c'est un gaz, oui, il s'en va, il prend le plus grand volume qu'il peut, fait qu'on l'évacue par là, ça c'est correct, ça c'est parfait. Mais on ne peut pas faire la même chose avec une particule. Il faut qu'elle ait la chance d'aller à côté du retour, qui normalement c'est 1% de la surface du plafond. Fait qu'il faudrait que la particule se trouve dans 1% de surface pour être aspirée. Fait que n'importe quoi qu'on pourrait faire au niveau des systèmes, à part que de rentrer un petit peu plus d'air ou s'assurer que l'air neuf elle est convenable, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut le faire dans la pièce. Puis ça passe par l'alimentation avec peu importe ce que vous utilisez comme technologie. C'est là que ça se passe. C'est dans la pièce. Puis, tu sais, je regarde, on a parlé ionisation, filtration. Là, évidemment, la filtration, c'est comme... Ça dépend de ce que tu as comme système. Là. On est comme un peu tributaire de nos systèmes actuels. On a parlé UV. C'est une solution miracle, les gars? C'est sûr que tout le monde a voulu. Puis c'est ça que j'ai avec cette question-là, tu sais, je veux juste... Tu sais, parce que tout le monde a vu pandémie, tout le monde cherchait la solution, tu sais, la technologie qui allait tout régler, mais de ce que je comprends, il n'y en a pas. Il y en a-tu? Il n'y en a pas. L'ionisation, il y a des tests qui montrent des résultats exceptionnels. C'est des affaires, là, tu te dis, oh wow, c'est une solution miracle. Puis tu sais, ça c'est vérifié, puis tu as d'autres tests qui ont été faits, puis les tests sont tout le temps renouvelés, puis tu te dis, hey, c'est incroyable.
Mais il ne faut pas prendre ça puis partir à la course. Là, moi, je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses ensemble. Un bon système de ventilation, l'ionisation, ça peut être un bon choix. Mais si c'est le temps de porter un masque, il faut le porter. S'il faut se laver les mains, il faut se les laver. C'est tout ça ensemble qui va faire en sorte que là, mon système va bien fonctionner. Fait que dans un contexte de pandémie, c'est pas le système de ventilation miraculeux qui va nous apporter une solution, malheureusement. Là, je pense pas. Mais on a parlé tantôt, là. C'est plusieurs choses, mais la première, capture à la source. Ouais. Pensons à ça. Fait que ça s'applique pour les maladies également. Mais attention aussi, comme le masque, un masque que le médecin il met dans un bloc opératoire. Là, c'est pas le même que nous. Il s'est lavé les mains, puis a mis les gants, puis il a fait bien attention. Moi, je suis peut-être pas un bon exemple, mais moi, dans le temps de pandémie, mon masque, là, c'est le même masque pendant 30 jours que je promenais dans ma poche en arrière. Ça coûtait moins cher, on sauvait de l'argent. Mais tu vois, ça, c'est pas la bonne façon d'utiliser. Fait que le juste milieu, il est où? Là? Mais en fait, ton masque, c'est pour ta protection à toi. Est-ce que c'est pour la protection des autres? Ouais. C'est pas ta protection à toi. Mais ça n'a pas été emmené comme ça par le gouvernement parce que si tu dis aux gens, c'est pour protéger les autres, il va en avoir plein qui ne le porteront pas. On m'en fout des autres. Fait que ça n'a jamais été expliqué comme une capture à la source. Tandis que le masque, le N95, que les gens portent dans le milieu hospitalier, c'est pour les protéger aussi eux autres. Exact. Fait que là, ça double. Bon, maintenant, l'autre chose qui, je vous le dis, ça va sortir, ça sera pas long. On est rendu là dans les maladies hivernales qui systématiquement reviennent année après année, comme la grippe, comme les pneumonies, comme ci, comme ça. C'est l'humidité relative. C'est ça. Ce serait quoi l'idéal? La prochaine grosse bataille, ça va être l'humidité, donner de l'humidité dans nos bâtiments. C'est tout à fait anormal qu'on ait des hôpitaux à 10, 15, 20 d'humidité relative. 10 alors qu'on sait depuis des décennies que bas taux d'humidité égale maladie pulmonaire. Fait que c'est pas rare qu'une personne âgée rentre dans un hôpital vieillot, disons, qui est surventilé, qui est très sec. Elle rentre pour une hanche cassée, puis elle ressort 2 semaines après, elle est morte d'une pneumonie. Pourquoi? Ben parce que tes poumons, ils ont ouvert, ils ont tout gobé toutes les maladies qu'il pouvait y avoir, puis t'en es décédé. Fait que pourquoi? Parce qu'on avait une humidité relative trop basse. Fait qu'on n'est pas en train de dire, je suis pas en train de vous dire de mettre systématiquement les hôpitaux, puis les écoles, puis tout ça, à 30 d'humidité et plus pour éviter cette propagation-là ou la diminuer. Mais à un moment donné, il va falloir mettre une règle. Là. Il va falloir dire, ben ça nous prend un minimum. On n'a pas le choix. C'est quoi le minimum, Pat? Si on se fie au diagramme de Scofield, on serait autour de 50 là. Il y a entre 40 et 50. C'est là que j'ai plus de prolifération de bactéries, de virus. Puis c'est là que nos poumons sont popés pour pas trop. Puis c'est pas parfait. Mais il n'y a aucun bâtiment. Mais c'est mieux. Mais parce que tu sais, quand tu dis 10 là, 10 les yeux doivent être secs, là. Ah non, mais c'est comme ça, je vous le dis. Là, moi, j'ai travaillé dans un hôpital pendant mes études, là, puis c'est ça, 10-15 les gros froids, là, c'est vraiment, vraiment sec. Là, parce qu'il n'y a pas de système mécanique. Tu sais, les hôpitaux avec des vieilles fenêtres, les hôpitaux sur le long, là, plates, tu as un corridor au centre, une chambre de chaque côté. Puis c'est un couloir. Là. Sur 20 étages, là, ben, il y a un effet de cheminée de fou là-dedans, et puis c'est ça, là. Donc, mais va être la prochaine grande bataille, ça va être l'humidité pour limiter les maladies hivernales. TVA cherchait quoi mettre sur leur prochaine une, ça va être clair, ça va être ça. Mais tu mets ça dans une vieille hôpital, c'est quoi qui va se passer? Ben, les briques vont commencer à tomber parce que l'humidité va migrer dans les vieux murs de terracotta, pas de coupe-vapeur. Et là, ben là, les briques, l'humidité se rend là, elle gèle, puis les briques tombent. Tu sais, ce que. Fait qu'on peut pas. Il n'y a pas de solution miracle. Tu sais, je pense que c'est du cas par cas, mais on peut-tu quand même améliorer à moindre coût? Parce que, tu sais, il y a tout le temps on n'a pas de main-d'œuvre, puis les prix ont explosé. Y a-tu quelque chose à faire avec les bâtiments? On rentre 3 bulldozers, on recommence à zéro.
Ben, pour certains, des fois, ça peut être le constat malheureux. Je veux pas d'adresse, là. je veux pas d'adresse, mais- Enrico. Non, mais tu sais, c'est plate à dire, puis c'est ça, mais tu sais, il faut travailler avec ce qu'on a. Faut pas s'imaginer que parce que j'ai un bâtiment qui est, entre guillemets, tout croche, qu'il n'y a rien à faire. Là. Tu le maintiens du mieux que tu peux, puis tu fais un minimum, là, tu sais. C'est juste de suivre. Là. C'est sûr qu'en conception, puis quand on fait de quoi nouveau, puis veut pas, là, en respectant la base minimale, là, on va se ramasser avec quelque chose qui est pas mal mieux. Là, t'sais. Mais c'est important, là, si on installe un humidificateur, de le faire fonctionner puis de faire sa maintenance. Là, Ouais, si après un premier cycle, on le met à off parce qu'on n'a pas gratté le fond et on ne l'a pas nettoyé, bien ça, c'est pas un bon move. Il ne faudrait pas traiter nos systèmes comme ça. Mais il y a de l'éducation à faire. Ouais, c'est ça la grosse chose. Là, c'est qu'il faut que les gestionnaires, faut qu'ils comprennent à quoi servent leurs systèmes. Si les gestionnaires, puis là je reviens aux commissions scolaires, si les gestionnaires des commissions scolaires avaient mieux compris la ventilation naturelle, jamais qu'on aurait eu des écoles avec des fenêtres comme on les a aujourd'hui. Fait que dans ma commission scolaire, 56 écoles sur 56 qui n'ont plus de fenêtres à guillotine. Aucune. Fait que, je veux dire, fait que c'est une mauvaise compréhension. Fait que quand les gestionnaires vont comprendre les requis d'humidification, de traitement d'air, ionisation, UV, etc. dans les pièces, quand tout le monde va comprendre à quoi ça sert et comment ça marche, on va avoir des meilleurs systèmes. Mais il faut comprendre la limitation d'un système, exemple comme ici, c'est pas une salle d'opération. Ça ne le sera jamais. Ça ne le Ça, sera c'est jamais. ouais. On ne commencera pas à concevoir des salles de classe comme un bloc opératoire. Il Ben, n'y a personne qui va aimer le budget. Là. C'est ben, pas la façon. Le budget puis l'opération, puis les requis sont pas là. Tu sais, c'est pas ça qu'on a besoin dans une salle de classe. Tu sais, j'ai pensé à une affaire. Tu sais, quand je m'en venais pour le podcast, je me disais, il n'y aurait pas des... Tu sais, on sait que le système global de chacune mettons, d'une école, tu sais, qui de 1960, souvent, tu sais, tout est vétus dans ça. Il n'y aura pas des... Puis là, je lance l'idée, là. On mettra peut-être le brevet là-dessus, les gars. Là. Mais il n'y aurait pas des micro-systèmes de ventilation qui pourraient se faire pour chacune des classes, de humidification, traitement de l'air, qui nous permettrait que tu arrives dans une pièce, puis, tu sais, un peu, tu traites l'air de cette pièce-là, puis avec des budgets beaucoup plus restreints que on fait classe par classe, puis tu sais, là, on avance chacune, puis là, on a un budget, on a 500 000 cette année, okay, on fait 10 classes, je sais pas. Moi, la première chose qui m'arrive à l'esprit, c'est le bruit. Oui, ça sera jamais C'est un parfait. challenge. C'est un challenge avec les ventilateurs dans les classes. Parce que tu veux que les élèves soient concentrés, tu as un prof qui veut enseigner, puis le bruit, après 3, 4, 5 heures, Non, c'est clair. Là. you know? Mais ça existe des systèmes genre Des décentralisés comme purificateurs, ça. tu parles, hein? Ben pas juste, non, mais décentralisés par salle de classe, mettons, pour donner une ventilation. Là, mettons, on parle d'une école des années 60 Exact. qu'on voudrait ventiler. Si tu veux la climatiser, filtrer, ça existe. Mais attention, là, le budget, là, c'est pas parce qu'on fait des petits systèmes par classe que ça va être moins cher. Ça s'avère être pas mal plus dispendieux, puis c'est un casse-tête. Il faut amener la puissance, il y a du filage, il y a de la plomberie. Fait qu'au final, le projet qu'on pensait peut-être plus petit, il est énorme. Là, fait que c'est encore une fois, c'est pas une solution miracle. Ça en est une solution, mais il faut la développer. Puis il faut s'attendre à mettre l'argent que ça prend pour implémenter une solution comme ça, qui au final, ça pourrait fonctionner. T'sais, hormis peut-être, bon, il faut vivre avec un bruit. Si le bruit, je le veux pas, on peut mettre un silencieux, on peut mettre des ventilateurs plus gros. La machine va coûter plus cher. C'est tous des enjeux. À un moment donné, il faut peser sa balance puis voir le juste milieu, il est où. Là. Le principal enjeu, c'est souvent les systèmes électromécaniques en place. Puis là, quand je dis électro, ben, je pense à l'entrée électrique d'une école des années 60 qui était minimaliste. Pourquoi? Parce que notre système de chauffage était à l'huile, qui a été par la suite probablement converti au gaz. Et on est toujours resté avec notre petite installation électrique de base. Mais là, si j'installe un échangeur d'air, ionisation, ultraviolet, humidification, puis là, échangeur d'air, si c'est pas efficace à 100%, ça me prend un réchauffage. J'ai pas de... Mes installations électriques sont pas capables de prendre ça. Là. C'est la même chose avec la climatisation de
des résidences pour personnes âgées, souvent c'est vieillots, pas capable de mettre un air climatisé dans chaque fenêtre de chaque chambre. Je dis, en électricité, l'électricité n'est juste pas disponible. Fait que, quand tu as dit tantôt, on met le bulldozer dedans et on recommence, ben c'est ce qu'ils ont fait à Montréal avec les deux grands hôpitaux. Les deux grands hôpitaux, là, je veux dire, ça passe par là. Mais en tant que collectivité, on a les moyens d'aller là. Ça, c'est une autre histoire. Là. Scraper les écoles puis les recommencer à zéro. Il y a certaines commissions scolaires qui l'ont fait. J'en ai vu plusieurs qui ont fait des micro-investissements que j'appelle, là, des sondes de CO2, on ouvre les fenêtres. Mais tu regardes aujourd'hui, Pat, on est revenu au point de départ où on a avancé de 3 pieds. On n'a pas la solution encore. Là. Ce qui est fâchant aussi de voir, puis nous autres, on l'a vu, des sous qui sont dépensés puis gaspillés, des écoles qui reçoivent des échangeurs d'air puis qui ne savent pas quoi faire avec ça. Il y a de l'argent qui a été dépensé puis l'idée était potentiellement bonne, mais là, celui qui reçoit ça, d'un, il n'a pas le budget pour les faire installer. Physiquement, j'ai pas la place. Tu sais que tu veux que j'installe ça, tu sais. Fait que je me dis, quelque part, on était-tu si pressé que ça, qu'il fallait agir, puis qu'il fallait bouger, puis qu'on prend des décisions si mauvaises que ça? Ça, je trouve ça fâchant, parce qu'on n'a pas énormément de sous pour améliorer la chose, mais quand tu vois qu'il y en a une somme d'argent qui est gaspillée, tu sais, comme le 75 millions qui a été mis sur les sondes de CO2, bon, on va le voir dans l'avenir si c'était un bon move ou pas, mais peut-être que ce 75 millions de dollars-là aurait pu être dépensé différemment, pour vraiment aller chercher une amélioration de nos systèmes. Quand je dis que tout est dans l'éducation, je vais vous donner un autre exemple. Juin, la première année de la pandémie. Réunion de chum, au feu de camp, à Saint-Jean, tout va bien. Et là, j'ai un directeur d'école, un ex-officier de la réserve de l'armée canadienne, qui a 30 ans dans l'armée. Puis il me dit, toi, Pat, en ventilation, tu vas m'expliquer qu'est-ce que je peux faire pour la pandémie. OK, c'est beau. Là, j'explique le masque. À quoi ça sert le masque? C'est de la capture à la source, tout le kit. Fait qu'il dit, mais là, moi, comment je protège mes profs? Le masque. Non, on n'a pas d'autre choix. Il dit là, moi, les masques à gaz que j'avais dans l'armée, on pourrait-tu équiper notre monde avec ça? Ben, c'est parce que ton masque à gaz, la problématique avec le masque à gaz, c'est que ce qui ressort normalement, il n'est pas filtré. Puis c'est en plein ça qu'on cherche à éviter. Fait que toi, tu te protèges, mais tu ne protèges pas les autres. Fait que là, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Fait qu'il dit là, tu es en train de me dire qu'il faut que le monde porte le masque. Je dis oui, puis après ça, au pause, tu rouvres les fenêtres, etc., tu les refermes, après, avant que les gens reviennent. Bon. OK, on est au mois de juin. Va chercher un budget pour une personne en charge COVID dans l'école. C'est la seule école de sa commission scolaire qui a eu ce budget-là. Il a engagé une personne spéciale. Lui, il avait déjà vu des crises à l'armée. Il savait la gestion de crise, c'était quoi. Fait que, il a fouetté ses troupes, let's go, on embarque comme ça, voici le pourquoi du comment, c'est comme ça qu'on doit le faire, puis c'est ça. Parfait. Première semaine de cette commission scolaire-là de 56 écoles, premier cas de COVID, là, les épidémies commencent partout dans les écoles. À mi-octobre, les 55 écoles avaient des cas de COVID. Mi-octobre. Savez-vous quand? Cette école-là, avec la cellule de crise, avec tout l'enseignement qu'ils ont donné à tout le monde, pourquoi il faut ouvrir les fenêtres, quand est-ce qu'on les rouvre, on les ferme, etc., le port du masque. Le premier cas, le premier et le seul de l'année jusqu'en 31 décembre, le 3 décembre. Fait qu'un mois et demi après les 55 autres écoles, ils ont eu le premier cas de COVID, puis ils en ont eu juste un. Pourquoi? Parce que la gestion du masque, la gestion de la crise avait été prise au sérieux, mais pas par n'importe qui, un officier de l'armée. Fait que, tu sais, si nos directions étaient plus éduquées, savaient mieux comment réagir en temps de crise, bien, ça aurait donné les résultats qu'ils ont eu à cette école-là. Là. Je veux dire, on ne peut pas capturer à la source, on y revient. C'est... Ouais, c'est ça. C'est quand même incroyable. Tu sais, tantôt, on parlait Keep It Simple, là, mais c'est exactement ça. C'est ça, c'est enseigner à quelqu'un, éduquer quelqu'un, là,
c'est pas comme si ça coûtait une fortune. Là. Il y a une personne qui faisait le tour puis qui s'assurait que tout ça soit respecté, puis ça a donné des beaux résultats. Mais des fois, c'est dur d'essayer d'éduquer les gens quand tu as les médias et la politique qui véhiculent des messages. Des fois, différents. Puis, tu sais, comme moi, je me souviens au tout début, le mot d'ordre côté politique dans les nouvelles, c'était le masque, ça sert à rien, on n'en met pas. Ouais. Puis, il y a eu de tout, puis là. peu de temps après, ben là, il faut le porter. Puis, tu sais, moi, j'ai ma petite théorie là-dessus, c'est qu'à un certain moment donné, tu sais, ils veulent pas créer une hystérie là, dans la province. Il n'y en avait pas des masques. Il n'y en avait pas de masque, c'est fait ça. que ce qu'il fallait dire, c'est ça, allez pas vous tuer pour aller chercher le dernier paquet de masques là, dans la pharmacie. Là. Fait que c'est un petit peu le message qui a été véhiculé, je présume. Puis quand que, finalement les masques, tranquillement, pas vite, ça a commencé à rentrer, ben là, c'était on porte le masque. Mais tu sais, il y a eu beaucoup d'informations comme ça qui a peut-être véhiculé pas de la bonne façon. Puis là, nous autres, on essaye de... Tu sais, t'as beau essayer d'éduquer les gens avec l'information qu'on peut connaître, qu'on a emmagasiné, puis qu'on apprend, parce que nous autres aussi, là, dans ce nouveau mode-là de pandémie, là, on en a fait des heures de lecture puis de recherche pour essayer de comprendre qui dit vrai, puis qu'est-ce qui a du sens, puis qu'est-ce qui a moins de sens. Fait que c'est pas facile. Tu sais, on sort de la... Ben, encore une fois, je fais attention aux mots, mais tu sais, on sort un peu de la pandémie. Tu sais, qu'est-ce que vous avez comme... Tu sais, vous faites les trois du design à différents niveaux, recommandations, tout ça. Qu'est-ce que vous avez comme réflexion? Parce que, tu sais, on construit... Aujourd'hui, bon, il y a de la rénovation qui se fait, privé-public, mais il y a des nouvelles constructions qui arrivent. Qu'est-ce que vous avez comme réflexion? Tu sais, parce que on a vu des nouvelles écoles qui n'ont pas été un success story avec au niveau ventilation. Les nouvelles conceptions, vous avez quoi comme réflexion? Tu sais, on parle d'humidité. Je suis pas mal sûr que plusieurs ingénieurs, dans leur compte, je suis pas mal sûr. Je suis sûr là, que je vois des nouvelles écoles qui n'ont toujours pas d'humidificateur d'ajouter. Vous autres, qu'est-ce que vous avez eu personnellement comme réflexion dans votre travail, de dire ça, il faut que ça fasse partie d'un day-to-day? Ben, nous autres, c'est sûr, on le fait là, quasiment d'emblée. C'est tout n'importe quel équipement qui brasse de l'air, là, qui fait du traitement d'air à un niveau X, on va implémenter l'ionisation dedans. On a regardé d'autres façons, d'autres. Le problème, c'est que les gens font pas, il y a un budget, fait qu'il faut pas que ça coûte trop cher. Côté maintenance, il ne faut pas que ça en prenne trop. Parce que là, à un moment donné, si c'est un bidule que tu dois remplacer quelque chose ou annuellement ou 6 mois, tu dois calibrer ou tu dois remplacer, ça se fera pas. Puis là, ta bonne idée, elle ne fonctionnera plus. Fait que c'est une des raisons pour laquelle, avec l'ionisation, nous autres, on l'aime bien parce que c'est auto-nettoyant, tu l'installes, c'est bon pour 10-15 ans, il n'y a pas de pièce de remplacement, tu l'installes, puis entre guillemets, tu l'oublies. Ouais. Fait que ça, on aime cet aspect-là où est-ce qu'une fois que c'est installé, on n'oblige pas l'utilisateur à faire d'autres manipulations dans les années suivantes pour que ça continue de bien travailler. Là. La seule chose qu'il y a là-dessus, c'est qu'à un moment donné, s'il ne fonctionne plus, là, il y a un contact sec qui ferme. Fait qu'à toi de décider si tu veux allumer une lumière ou sonner une alarme. Mais mis à part ça, on trouve ça simple comme idée. Fait que nous autres, c'est à peu près ce qu'on fait. C'est pas une solution parfaite. C'est on a fait le tri, on a regardé tout ce qu'on a à notre disposition. On essaye de faire avec ce qui est le mieux. Il y a d'autres affaires, il y a d'autres bébelles, entre guillemets, qu'on pourrait vendre. En tant que vendeur de bébelles, on fait plus d'argent à vendre quelque chose. J'aime pas ça comment tu dis ça. Non, mais tu comprends? Vous êtes des super pros, les gars. Non, je sais, mais ce que je veux dire dans ça, c'est que côté commercial, c'est à mon avantage de vendre quelque chose que je le sais que l'année prochaine, il va falloir que tu viennes me voir pour acheter une pièce de remplacement ou peu importe, là, parce qu'il y a une maintenance à faire. Côté économique dans une business, c'est plus rentable de faire ça. Mais parce qu'on est un petit peu plus professionnel, puis on a une conscience, puis tout, on essaie d'avoir une réflexion au-delà de ça, puis on veut donner des solutions qui sont peut-être plus justes, là. Puis on ne regarde pas forcément. Tu veux dire, on a d'autres moyens là, pour gagner notre vie dans le cadre de qu'est-ce qu'on fait. Là, on vend plusieurs choses. On n'a pas besoin de... Vendre des cossins, c'est du court terme. C'est pas du long terme. Puis tu sais, l'impact, vous construisez, quand vous ajoutez des unités, c'est pas pour 1 an ou 2. Là, c'est
on le voit, il y a des systèmes qui ont 50 ans, qui survivent, qui sont tirés, ils sont en fin de vie, mais que les mondes regardent. Fait que, tu sais, les systèmes que vous mettez en place, ça va être des systèmes qui vont être là pour... Ils sont là pour longtemps, puis on est Plusieurs proche. Tu sais, on dizaines fait nos mises en marche, on est proche parce que justement, on va être sûr que ça fonctionne, ce système-là qu'on installe. On veut le valider. Fait qu'il y a une validation qu'on fait, que ça soit, peu importe le système, puis même au niveau de l'ionisation, on va venir valider que les ions se rendent à destination. Fait qu'il y a une forme de mise en marche, de mise en service qui est faite pour prouver que ça fonctionne. Mhm. Mais au-delà de ça, en premier, il faut que le budget soit là. Et là, le budget, c'est pas juste le budget d'installation, c'est le budget d'opération. Fait que est-ce qu'on va demain matin dire, écoute, on climatise toutes les écoles? C'est une autre affaire, là, parce que Le gouvernement peut pas le prendre. si je veux juste ventiler mes écoles, ben, la ventilation dans une salle de classe, le débit est ridicule, là. Je veux dire, il est quoi? Il est 15%, 20% de la totalité quand je climatise. Fait que, avec ce faible débit-là, je suis capable de faire quoi en traitement d'air? Pas grand-chose, là, je veux dire. Fait que, il faut que ça se passe dans la pièce. C'est ce que je répète toujours. Mais c'est ça. Fait que certaines écoles privées vont systématiquement décider de climatiser les classes pour des besoins de... Surtout quand on reste dans des centres urbains où il fait plus chaud l'été, mais à l'été ou le printemps, à ce moment-là, ben, ça favorise l'apprentissage des étudiants. Ça, c'est correct. C'est louable. Mais je pense pas qu'en tant que société, on est capable de se payer ça, là. Des écoles qui sont fermées tout l'été puis qui vont climatiser pour 2-3 semaines dans l'année, tu sais. Ouais, ça, c'est difficile à justifier, là, tu sais, dans le prime de la clim. Puis encore là, est-ce que l'entrée électrique est capable de prendre cette climatisation? Fait que c'est avec des écoles vieillottes, oublions ça, là, on n'est pas capable de faire ça. Puis les nouvelles écoles, qu'est-ce que vous voyez? Les ingénieurs, tu sais, les clients, tu sais, Pat, toi, t'en as des clients. Sont-tu conscients de ça? Je sais que j'en ai eu beaucoup, là, qu'il y a eu énormément de demandes dans le laps de temps de 2 ans, 2 ans et demi. Mais ça se poursuit-tu? C'est une conscience que les gens ont, puis là, un enjeu qu'ils voient, ou c'est déjà prochain sujet? Là? Presque. Moi, je dirais que après la pandémie, la qualité d'air, c'est toujours pas une priorité. Right? Température, humidité, c'est plus le confort, c'est une priorité. La qualité d'air, c'est la deuxième priorité. Donc, le budget il y aura... Ça, ils ne pourront pas se payer. Ça. Ben, le budget va pas être intéressant parce que c'est pas une priorité. Donc, même si le budget est intéressant, si c'est pas la priorité, donc nous, on est en train de voir beaucoup d'ingénieurs puis essayer comme Pat dit, d'éduquer, mais c'est pas tout le monde qui est là, c'est pas tout le monde qui trouve que c'est une priorité, c'est pas tout le monde qui veut payer le budget parce que c'est pas une priorité. Puis, je pense que peut-être ça va prendre une autre pandémie. Non, c'est pas je sais bien. S'il y a une conclusion à tirer, au moins, celui qui t'engage comme bureau de génie est un petit peu plus conscientisé à la ventilation. Je pense aux cliniques de dentistes, aux bureaux de médecins, que là, eux, OK, là, on veut mettre un peu d'ordre dans notre système, on veut remettre ça up-to-date, on a une nouvelle clinique, qu'est-ce que tu proposes? Puis là, ils sont prêts à payer. Ce qui n'était pas le cas avant. C'était le moins cher possible. Une unité au toit, dans le sol, pas d'humidification, pas rien. Fait que ça, la pandémie, elle a amené ça. Une conscience que la ventilation, peut-être, elle a un rôle à jouer. Mm-hmm. Mais pas si grand qu'on pense, c'est ça. Pas si grand qu'on pense. Mais les gens sont prêts à dépenser, dans le privé, je parle, davantage pour une meilleure ventilation. Puis encore là, ça passe par l'éducation. Faut lui expliquer qu'est-ce que le produit fait, puis ça va être quoi les bénéfices. Puis on ne sait pas encore les mauvais côtés. Oui, exact. Des fois, la nouvelle technologie, il peut y avoir quelque chose que personne n'a vu venir. Là. Fait que faut juste faire attention. Y en a-tu pas dire des choses à éviter, là, mais y a-tu des systèmes, tu sais, souvent on voit des systèmes qui sont vêtus, justement, puis que là, tu sais, le monde essaye de renipper ou de modifier pour essayer. Y a-tu des technologies qu'il faut se tenir loin de ça? Tu sais, on en a vu, là, dans la pandémie,
il y a de l'argent. Enrico, tu l'as dit, il y a de l'argent. Commercialement parlant, là, il y avait un besoin, puis il y avait de l'argent disponible gouvernemental. C'est pas de l'argent facile, là, mais fait que là, il y a bien du monde qui se sont pitchés. Y a-t-il des technologies que vous avez vues que tu fais, wow, ça n'a pas été un success story parce que finalement, ça donnait rien? C'est dur parce que nous autres aussi, quand on a voulu sortir du UV et du EPA pour voir, il y avait autre chose qu'on pouvait amener, on a fait des recherches, puis on en a rencontré là, des technologies, puis à un certain moment donné, il fallait prendre un choix, puis on a choisi un manufacturier avec lequel travailler. Mais on en a vu d'autres. Essentiellement, moi, je pense que qu'est-ce qui est important, c'est de faire ses devoirs, d'en comparer plusieurs. D'écouter le discours, que ce soit un discours de vendeur ou peut-être plus professionnel, c'est pas grave, de se faire une idée. Okay? Je sais que c'est du travail, c'est pas évident parce que monsieur, madame, tout le monde, des fois, ils n'ont pas forcément ce background-là de compétences pour critiquer de la façon que nous autres, on a peut-être pu critiquer ces technologies-là, mais c'est pas grave. Du meilleur des capacités des gens, il faut le faire parce que sinon, on choisit n'importe quoi. Là, puis après ça, il y a des standards. Il y a le fameux standard qui limite l'ozone. Fait qu'à priori, tu demandes est-ce que tu respectes le standard UL, machin truc, qui me certifie que ta technologie ne fait pas d'ozone. Fait que c'est des choses comme ça, à un moment donné, il faut éduquer. Il faut donner l'information. Puis je peux partir à zéro, je connais rien, mais je vais rencontrer 3 manufacturiers, 3 vendeurs de technologie, puis prendre des notes. Commence à te faire une idée. Puis même si tu n'auras pas l'esprit critique d'un ingénieur pour en prendre une décision, c'est pas grave. Au moins, tu vas pouvoir peut-être au moins t'accoter vers celui qui était peut-être moins vendeur, plus informatif, qui a voulu plus t'éduquer. Là, mais faut pas, comment je pourrais dire, faut pas laisser à un système de ventilation, un système mécanique, que ça va être miraculeux, puis qu'il n'y aura plus personne de malade, puis que ça va être parfait, tout va être beau. Ça n'existe pas, ça. Ça existe dans une salle d'opération, puis juste au-dessus de la table d'opération. Pas 5 pieds à côté. Puis même là, avant l'intervention, on bourre le patient d'antibiotiques. Ouais. Pour être même là, c'est pas parfait. Fait que, tu sais, peu importe ce qu'on va faire, dites-vous que si vous travaillez sur votre système de ventilation, c'est déjà un plus, parce qu'avant, peu de gens s'en souciaient. Fait que là, peu importe ce qu'on va faire, l'ajout de ci, puis de ça, puis d'autres choses, ça peut améliorer. Ça va aider, mais c'est quoi, là? Ça va changer quoi dans la vraie vie? 5%? 1%? 5%? Personne n'est capable de donner de chiffres sur ce qui se passe aux machines. Exact. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans la pièce, ce qui se rend dans la pièce. Fait que ça, on est limité au terme de technologie. C'est sûr que, chaque système est construit différemment. Il n'y a pas un système pareil comme un autre. Il y en a des similaires, mais il n'y en a pas identiques la même. Un copier-coller, le fameux copier-coller qu'on parlait. Ça n'arrivera pas. Mais je pense que la situation peut s'améliorer. Mais encore une fois, il faudra faire attention pour pas vouloir améliorer la qualité de l'air, mais détériorer l'enveloppe du bâtiment. Je pense que c'est un tout. Un peu, moi, de ce que je retiens de notre rencontre aujourd'hui, c'est, tu en as parlé, les fenêtres, c'était un choix architectural que, selon moi, qui était déterminé qui aurait dû être un choix au niveau ingénieur pour s'assurer que la ventilation était correcte. Fait que je pense que ce qu'il faut retenir du podcast, c'est que il n'y aura pas de situation parfaite, pas de technologie parfaite. Il n'y a pas une technologie qui peut s'appliquer puis que c'est la technologie miracle. Mais je pense qu'il faut être conscient d'un bâtiment. Il faut bien l'étudier. Puis je pense qu'il faut essayer d'améliorer au maximum. Puis de ne pas mettre rien, de ne pas rentrer trop d'air frais pour minimiser, puis détériorer l'humidité d'un bâtiment. T'sais. On a rentré ce qu'il faut. On a rentré selon les normes. C'est pas compliqué. Exact. Messieurs, on tire à la fin. Je pense qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup pour votre temps.
je savais qu'on allait passer 3 questions là-dessus. À toutes les fois que je pars un podcast, tu sais, je me dis, on a-tu assez? Puis, maintenant, je le savais. J'ai même pris aucune note. Je savais qu'avec vous trois, on allait avoir bien du fun. Fait que merci beaucoup à vous trois d'avoir apporté cette expertise-là au podcast. C'est quelque chose que les auditeurs aiment beaucoup entendre. Je sais qu'il va y avoir des commissions scolaires qui vont me dire « Pourquoi tu fais un podcast à la ventilation des gars de plomberie? » Je comprends, mais ça fait partie de la construction. Puis c'est un peu de ça. Puis j'aime beaucoup faire, moi, une réflexion après qu'une situation soit passée parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait, puis si on s'en va où. Fait que merci beaucoup à vous trois. Je remercie Nick, Fred, Pierre pour l'opportunité que vous me donnez de faire le podcast. Merci à Nick, à la console, encore une fois, Studio SF, si jamais vous voulez le louer, n'hésitez pas. J'aimerais remercier Antonella, Mylène, puis Diane, le marketing que vous faites au niveau des réseaux sociaux. Sans vous, je ne serais pas capable de le promouvoir autant. Puis merci aux auditeurs. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Puis on se voit la semaine prochaine avec d'autres histoires, d'autres podcasts, d'autres enjeux. Donc sur ce, à la semaine prochaine.